Bonjour à tous. Vous allez écouter un enregistrement de la formation juridique entre guillemets de base. L'idée est de donner sous un format différent ces informations très utiles à avoir en tête avant de partir en action de désobéissance civile non violente. Ce qui sera dit pendant cette heure, en gros, est similaire à ce qui est dit dans la partie juridique de la formation DSNV, mais attention, ce podcast ne remplace absolument pas cette formation DSNV. On y apprend plein d'autres choses et on y réfléchit sur plein d'autres sujets. Quelques points avant de commencer. Le but, déjà, n'est pas de faire de vous des experts ou expertes en procédure pénale. D'ailleurs, je n'en suis pas un du tout. Pour compléter ou préciser ce qui va se dire là, n'hésitez pas à aller voir le wiki juridique sur wiki.extinctionrebellion.fr, à contacter le GST juridique sur la base via le support-bas juridique, et bien sûr, à questionner des juristes ou avocats-avocates si jamais vous avez la chance d'avoir des accès directs. Deuxième point, les éléments décrits peuvent changer dans le temps, au fil des lois, de la mise en pratique, etc. Ce podcast a été enregistré en janvier 2024. Aussi, un point très important, tout ce qui est dit pourra varier en fonction du contexte et des situations. La police et la justice ont des biais racistes, classistes, validistes, LGBT-phobes et j'en passe. L'application de la procédure pénale n'est clairement pas la même pour tous. Cependant, les mouvements écolos ne sont clairement pas les pires, même si ça tend à s'empirer. Nous ne sommes, paraît-il, des éco-terroristes. Aussi, ça va dépendre du lieu géographique. Par exemple, dans certaines villes, un anti-pub peut mener à un procès, alors qu'à Paris, par exemple, le risque est très limité. Ça va aussi dépendre du moment. Là, à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques, certaines choses passent beaucoup moins bien. Et cela va aussi clairement dépendre du flic que vous avez en face de vous. Cela étant dit, quel sera le programme des réjouissances? Alors, on va commencer par parler de contrôle et de vérification d'identité, puis il y aura un gros bloc concernant la garde à vue, puis nous parlerons des suites de la garde à vue, et enfin une petite partie sur le fichage. Et voici donc une première partie sur le contrôle et la vérification d'identité. Donc c'est une des choses les plus courantes, on va dire, lorsque vous allez en action de désobéissance civile non violente. Donc c'est tout simplement un ou une policière qui viendra vous voir pour vous demander votre identité. En général, à ce stade, la décision de donner ou pas son identité a déjà été décidée en amont, c'est-à-dire lors du brief proposé par la coordo, ou alors discuté en amont dans le cadre de la définition du consensus d'action. Pour beaucoup d'actions chez Extinction Rebellion, on va choisir de ne pas donner son identité en général, pour plusieurs raisons. On pourra y revenir, mais que la masse nous protège, etc. Mais il peut aussi y avoir des cas où on préfère la donner, par exemple si il s'agit d'actions à très faible risque, de l'affichage, de l'antipub, ou si jamais nous sommes juste un petit groupe, et là du coup il n'y a plus du tout d'effet masse. Donc alors le contrôle d'identité, comme je disais, c'est l'obligation que vous avez de décliner votre identité. Si jamais vous refusez, ce n'est pas passible de garde à vue. On ne peut pas vous mettre en garde à vue juste parce que vous avez refusé votre identité. Après, on peut toujours se dire que la police trouvera toujours un moyen de vous mettre en garde à vue si jamais elle souhaite vous mettre en garde à vue sur l'action sur laquelle elle vous a attrapé. Un point important à noter, c'est que tant que nous sommes dans le cadre du contrôle d'identité, en théorie, nous sommes libres de nos mouvements. La police ne peut pas nous retenir. Mais si jamais elle a un doute sur l'identité de la personne en face, par exemple, si jamais vous n'avez pas donné votre identité, là, elle pourra vous placer en vérification d'identité. Et ça, c'est donc autre chose. La vérification d'identité dure 4 heures. Voilà. Donc, au moment où vous êtes placé en vérification d'identité, n'hésitez pas à donner l'heure à haute voix, à bien la noter et bien vous en souvenir parce que la police a 4 heures pour trouver votre identité. Pour ce faire, elle a plusieurs moyens à sa disposition, comme la comparaison avec des fichiers vidéo, les empreintes digitales, etc., etc. Au bout des 4 heures, si jamais elle n'a pas réussi à trouver votre identité, elle a 2 choix. Soit elle vous place en garde à vue pour quelque chose, soit elle est obligée de vous laisser partir. Mais encore une fois, hein, ne pas donner son identité en vérification d'identité n'est pas passible de garde à vue, ça ne suffit pas. Donc, au bout des 4 heures, vous pouvez alors, c'est jamais aussi simple que ça, mais sur la théorie, vous pouvez dire: «Excusez-moi, ça fait 4 heures que je suis là, est-ce que je peux y aller?» Donc voilà, et la police devra vous garder ou vous faire partir. Si jamais vous voulez donner votre identité, parce que c'est le consensus ou parce que vous ne le sentez pas ou vous préférez, calmer le jeu
ou 1000 autres raisons que ce soit, vous pouvez éventuellement la donner aussi à l'oral. Dans ce cas-là, vous donnez ce qu'on va appeler la petite identité. La petite identité, ce sont les éléments minimums pour que on ait considéré que vous ayez bien donné votre identité. Il y a 9 éléments à garder en tête. Le premier, le nom. Le deuxième, le prénom. Ensuite, la date et le lieu de naissance. Il faut aussi l'adresse. On vous conseille de donner l'adresse actuelle, la vraie, parce que si jamais il y a une convocation ou une amende qui doit arriver et qu'elle n'arrive pas à la bonne adresse ou dans votre ancien appart ou quelque part, ça risque de rajouter des galères, vous risquez d'avoir des amendes majorées, des choses comme ça. Donc on conseille de donner la vraie adresse à jour, pas forcément celle de la pièce d'identité. Et les 4 autres éléments sont les noms et prénoms des 2 parents pour casser les homonymies. On peut imaginer qu'il y a plus que une ou un Camille Dupont en France. Pour tout le reste, je n'ai rien à déclarer. Toutes les autres questions sur les numéros de téléphone, les adresses mail, les professions, toutes les autres questions qui peuvent arriver, rien à déclarer. Et attention, la police a l'habitude de intercaler des questions, on va dire obligatoires, avec d'autres questions juste à des fins de renseignement. Le numéro de téléphone entre la date et le lieu de naissance. On va donc maintenant passer à la grosse partie de cette formation juridique, la partie qui concerne la garde à vue et tout ce qui s'y rapproche. La garde à vue, c'est un moyen d'enquête, d'enquête judiciaire que la police peut utiliser, comme plein d'autres moyens d'enquête. Donc la garde à vue est une période où vous allez être gardé à vue, donc c'est-à-dire pas libre de vos mouvements, pendant laquelle la police va soit chercher à rassembler des preuves contre vous, soit vous empêcher d'accorder vos violons avec les éventuels complices, ou alors vous empêcher de détruire les preuves. Aussi, et on reviendra sur ce point un peu plus tard, la garde à vue est clairement un moyen de dissuasion utilisé par la police envers tout mouvement revendicatif pour nous décourager de faire des choses qui pourraient être répréhensibles. En gros, ça va être utilisé pour dire que même si on ne te poursuit pas et qu'on te laisse partir sans suite et qu'il n'y a pas de suite judiciaire ou d'amende ou quoi que ce soit, bah tu vas quand même passer un certain temps en garde à vue et ça peut clairement en démotiver plus d'un, plus d'une. Alors, ceci étant dit, comment se passe concrètement une garde à vue? Déjà, première chose à savoir, c'est que pour être placé en garde à vue, il faut que vous soyez soupçonné de quelque chose passible d'une peine de prison. Donc, quasi tout ce qu'on fait en désobéissance civile, non violent, peut rentrer dedans. De la dégradation en réunion, par exemple, c'est déjà 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, donc c'est bon. Et si jamais la police est embêtée parce qu'elle ne sait pas trop quoi vous coller, on pourra toujours vous coller des choses comme groupement en vue de commettre des dégradations, outrage, rébellion. On pourra toujours trouver des choses passibles de prison pour vous mettre en garde à vue. Donc une fois placé en garde à vue, un officier ou une officière de police judiciaire vous notifie le placement en garde à vue. Ce sera un moment, on va dire, monsieur, madame, vous êtes placé en garde à vue, et il va y avoir le rappel des droits. On reviendra sur les droits juste après. D'abord, à partir de ce placement en garde à vue, il y a là aussi un autre chronomètre, une autre heure à garder en tête. C'est l'heure de placement en garde à vue. Parce que la garde à vue dure 24 heures. Renouvelable une fois dans le régime normal et renouvelable encore plus, donc jusqu'à 4 fois, voire même plus, pour tous les cas de donc terrorisme, stupéfiant, mais aussi criminalité organisée, et on commence à voir certaines actions de mouvements écologistes qui peuvent tomber sous le coup de criminalité organisée. À ces 24 heures renouvelables N fois, il faut soustraire les 4 heures où vous avez été potentiellement retenu en vérification d'identité. Ça voudrait dire que pour la garde à vue de base de 24 heures, en fait, c'est 4 heures de vérification d'identité plus 20 heures, ou alors directement une garde à vue de 24 heures. On n'est pas obligé de passer par la case vérification d'identité. Et au-delà de ça, la police, si elle souhaite vous garder plus longtemps que ces premières 24 heures, il doit y avoir l'accord du parquet, soit parce que l'enquête n'est pas assez avancée, ou soit, comme je disais tout à l'heure, ils ou elles veulent vous garder un peu plus longtemps pour vous faire les jambes. Une autre chose aussi qui est dite pendant la notification des droits au début de la garde à vue, c'est le motif, ce qu'on vous reproche officiellement. D'ailleurs, ce motif pourra varier au fur et à mesure de la garde à vue, au fil de l'enquête, selon ce que voudra faire le parquet avec vous. Et donc, en ce qui concerne les droits en garde à vue, il en existe plein. On va passer les plus importants en revue. D'ailleurs, ces plus importants-là pourront être rappelés pendant la notification de la garde à vue à l'arrivée.
D'abord, il y a la possibilité d'appeler un ou une avocate. En général, en action Extinction Rébellion ou mouvement du même genre ou dans les manifs par les anti-REP locales, il y a des avocats-avocates qui sont désignés par la coordo ou l'organisation de l'action. Il faut dire qu'on souhaite l'appeler en donnant son nom, peut-être son prénom, et son barreau. Chaque avocat-avocate est inscrit à un barreau. Donc ensuite, l'avocat a 2 heures pour se présenter au commissariat, mais en général, comme ce sont des avocats-avocates qui sont prévenus de l'action, ces personnes peuvent se déplacer assez vite. Avec l'avocat-avocate, vous aurez donc un entretien avant votre audition, pendant lequel vous pouvez parler de diverses choses avec elle. Si c'est un avocat conseillé par la coordo de l'action, vous pouvez à peu près tout lui dire, n'hésitez pas à donner toutes les informations. Ça peut être aussi le moyen de vous rassurer sur vos droits, etc. Ensuite, pendant l'audition, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, l'avocat sera présent, mais ne pourra pas parler pendant l'interrogatoire. Ne pourra juste faire que des observations à la fin et s'assurer à ce que vos droits soient respectés pendant l'audition. Voilà, c'est aussi pour vous rassurer. Il est aussi possible de faire appel à des avocats commis d'office. Donc les commis d'office sont des avocats gratuits qui sont disponibles autour des commissariats justement pour toutes les personnes qui ne connaissent pas par cœur de nom d'avocat-avocate. Donc c'est tout à fait utilisable, c'est tout à fait intéressant vu que à ce moment-là, l'idée n'est pas de préparer votre défense, mais juste de faire respecter vos droits en garde à vue. Vous pouvez l'appeler. Par contre, il faudra bien lui dire dès le début de l'audition que vous faites partie d'un mouvement de désobéissance civile, etc., et que vous allez vous défendre de façon collective. Par exemple, l'avocat commis d'office pourra vous dire bah attends, là tu n'as absolument rien fait, dis juste que tu n'as rien fait et tu t'en vas. Non, c'est de la défense collective, tout le monde n'a rien à déclarer, il faudra juste expliquer à l'avocat commis d'office que vous garderez cette ligne-là. Voilà. Donc sur la théorie, cet avocat commis d'office est aussi tenu au secret professionnel, mais comme il ou elle est peut-être un peu moins au fait de comment ça se passe chez Extinction Rébellion ou dans la désobéissance civile non violente, voilà, peut-être être un chouille plus tatillon dans ce qu'on peut lui dire, mais globalement, l'avocat-avocate est tenu aussi au secret professionnel. Maintenant, sur la question de savoir s'il faut appeler son avocat-avocate au moment de la garde à vue, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, le premier, c'est la masse, hein. Si on est 200 personnes arrêtées, qu'il y a 2 avocates, ça risque d'être compliqué d'aller voir tout le monde dans un temps raisonnable. Donc peut-être qu'on peut juste désigner quelques personnes dans le groupe qui vont appeler l'avocate pour tenir l'extérieur un peu au courant de ce qu'il se passe, mais sans plus. Après, et j'insiste, il est très intéressant de faire appeler son avocat-avocate dès qu'il y a renouvellement de la garde à vue, parce que là, c'est bon, ça devient une procédure longue. Dès qu'il y a déferment, c'est-à-dire que vous êtes transféré du commissariat directement jusqu'au tribunal, ou alors dès qu'il y a quoi que ce soit de bizarre dans votre garde à vue, si vous sentez que le climat est très tendu, si vous sentez que vos droits ne seront pas respectés, n'hésitez pas à appeler l'avocat-avocate. Et même juste pour vous rassurer, ça peut être aussi un bon moyen de parler à quelqu'un pendant cette épreuve. Un second important droit sur lequel on voulait se pencher est le droit d'appeler un ou une médecin. Ce droit est utilisable à n'importe quel moment de la garde à vue, soit au moment du début de la garde à vue, soit pendant, soit à la fin. On vous conseille donc de ne pas hésiter à y faire appel si vous avez quelque chose à faire constater. Si jamais vous craignez aussi pour votre intégrité physique pendant la mesure de privation de liberté, vous pouvez tout à fait demander à un ou une médecin de venir en début de garde à vue pour constater votre état de santé et de revenir plutôt vers la fin de la garde à vue, si jamais vous avez peur d'être bousculé pendant les interrogatoires ou n'importe quel moment à l'intérieur. Cet médecin pourra aussi vous prescrire des médicaments si jamais il y a besoin. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit tour vers le sujet des médicaments et des ordonnances. Il se peut que certains d'entre vous suivent un traitement et aient besoin de prendre des médicaments à intervalles réguliers. Il va falloir dans ce cas-là venir à l'action qui peut mener à la garde à vue avec donc des médicaments bien sûr, mais aussi l'ordonnance qui atteste que vous en avez besoin. Sinon la police pourra trouver ces médicaments et pourra considérer que c'est de la drogue juste pour vous embêter et vous coller des choses en plus. Donc ce serait à éviter. Par contre, cela soulève un problème, c'est que sur une ordonnance, il y a forcément votre nom. Donc c'est à prendre en compte dans la décision de donner ou pas son identité, de à quel point la cacher.
Et petit dernier point sur le médecin est tenu au secret médical, et au secret médical uniquement. Donc il ne peut pas révéler quoi que ce soit sur la théorie de ce qui concerne votre santé, mais ne lui parlez surtout pas d'action ou de militantisme, ça il pourra sans souci le répéter à la police. Enfin, un dernier grand droit sur lequel on voulait insister, c'est celui de l'appel à un proche ou une proche. En effet, au moment d'arriver dans la garde à vue, au moment de la notification des droits, vous pouvez demander à ce que un de vos proches soit appelé. Ce proche peut donc être un ou une ascendant, un ou une descendant, ou des frères-sœurs. Ça peut aussi être votre conjoint. Mais rien n'empêche votre proche, qui pourrait être quelqu'un d'autre, comme votre coloc, de se présenter comme étant votre frère ou votre sœur ou quelque chose comme ça. Ce n'est la plupart du temps pas vous qui passez cet appel, il s'agira de la police qui appellera le proche, donc vous devrez connaître le numéro par cœur avant de partir en action. Ce numéro devra être soit connu par cœur, soit écrit quelque part sur votre corps à un crayon qui ne s'efface pas facilement. Et lors de cet appel, votre proche devra récupérer 3 informations et pas plus auprès de la police. Depuis combien de temps vous êtes privé de liberté? Pour quel motif? Et où est-ce que vous êtes? Pas une de plus. Il se peut que parfois la police essaye de gratter des informations supplémentaires à ce moment-là. Votre proche ne doit pas répondre, et de toute façon, c'est même pas un délit. Il n'est pas obligé de répondre à aucune question de la police. Ensuite, le proche peut tout à fait raccrocher. Il arrive parfois que la police, si jamais votre proche n'a pas pu décrocher, qu'elle laisse un message, c'est pas automatique. Votre proche devra ensuite appeler le numéro de la base arrière juridique. C'est aussi un numéro qu'on vous donnera avant de partir en action, que vous devrez donner à votre proche. Avant de partir en action, vous devrez donner ce numéro à votre proche. Ce proche devra appeler la base arrière juridique et redonner ces 3 informations, donc où est-ce que vous êtes, pourquoi et depuis quand, et aussi votre pseudo, parce que sur la théorie, votre proche est la seule personne qui connaisse le lien entre votre pseudo et votre nom réel. Si on nous dit que Camille Dupont est en garde à vue, en général, la corde d'action ne sait pas qui c'est. Ce mécanisme de base arrière juridique appelé par le proche permet à la cordo et à la base arrière juridique, donc non seulement d'être un peu au courant de ce qu'il se passe d'un point de vue répression judiciaire et policière, mais aussi de pouvoir organiser les comités de soutien devant les commissariats qu'on appelle les GAVUP, et aussi d'identifier des personnes proches pour leur donner des informations sur le déroulé de la garde à vue de l'enquête si jamais il y a des informations qui arrivent. Une dernière chose que vous devrez préparer avec votre proche avant de venir en action, ce sera de lui envoyer ce qu'on appelle des garanties de représentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails lors de cette formation de leur utilité, mais ça vous servira si jamais vous êtes transféré directement au tribunal et que la justice cherche à vous coller du contrôle judiciaire et des choses comme ça. Ça permettra de donner tous les documents qui prouvent votre insertion, entre guillemets, dans la société. Ces documents, ça peut être des factures EDF, des certificats de domicile, des attestations d'aide sociale, des fiches de paie, des clubs sportifs, des certificats de bénévolat, tout ce que vous voulez, tout document qui peut prouver que vous avez un attachement ici et que vous n'allez pas vous enfuir au Panama d'ici un éventuel procès. Donc, pour récapituler, tout ce que vous devez voir avec votre proche avant de partir en action, c'est 1. Lui donner votre pseudo, 2. Lui expliquer le fonctionnement de la base arrière et lui donner le numéro de la base arrière juridique, et 3. De lui demander de se tenir proche de son téléphone. Et 4. Lui donner des garanties de représentation ou en tout cas un moyen d'accéder à ces documents. Vous, de votre côté, vous devez avoir un moyen de connaître par cœur son numéro ou de l'avoir écrit sur vous. Pour finir, vous avez d'autres droits en garde à vue, on va pas tous les passer un par un, mais globalement, vous avez aussi le droit à un kit d'hygiène par tranche de 24 heures, vous avez le droit à des protections menstruelles, vous avez le droit à 3 repas par jour, qui sont à heure fixe, le matin, midi et 19 heures en gros. Vous avez aussi le droit d'aller aux toilettes quand bon vous semble, vous avez le droit d'avoir accès à l'eau quand bon vous semble, et bon, il en existe d'autres, mais voilà. On a surtout insisté sur 3 gros droits importants. Maintenant que nous avons discuté des droits en garde à vue, il est temps de discuter de ce qu'il se passe en garde à vue directement. Donc, comme je l'ai dit au début, ça commence par une notification de la garde à vue qui vous explique que vous êtes en garde à vue.
C'est suivi en général par une fouille avant la mise en cellule. La fouille, donc c'est une fouille qui est réalisée par un policier, une policière du même genre perçu par la police. La police n'est absolument pas à l'aise avec les questions de genre, du tout. Cette fouille se fera jusqu'à la dernière couche de vêtements. Et même arrivé à cette dernière couche de vêtements, on pourra vous demander de passer la main dans les différents élastiques pour faire tomber les éventuelles choses que vous auriez pu cacher. Au moment de cette fouille, la police va saisir tous les objets avec lesquels vous rentrez en garde à vue. Tous ces objets seront consignés sur un PV de fouille, un procès-verbal de fouille. Tous les objets, ça inclut plusieurs objets, comme par exemple les lunettes. On ne peut pas conserver ces lunettes en garde à vue. Ça va aussi concerner par exemple les lacets des chaussures, les cordons des sweatshirts, donc on ne vient pas avec son sweatshirt préféré avec des cordons en garde à vue, et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, si le cordon ne peut pas s'enlever facilement, il va être coupé par le policier ou la policière. Donc, quand on a un risque d'aller en garde à vue, il est bon de penser à la tenue qu'on met aussi pour être confortable en garde à vue, c'est-à-dire des chaussures qui tiennent aux pieds même sans lacets, ou plusieurs couches de vêtements, plutôt que le sweat le plus chaud possible. C'est bien de penser à venir avec plusieurs couches de vêtements qui vous permettront de réguler le niveau de chaleur dans la cellule. Ensuite, pendant la garde à vue, vous serez sûrement soumis à une audition. C'est donc un entretien avec un officier ou une officière de police judiciaire qui est en gros votre interrogatoire. C'est l'audition dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait des avocats-avocates qui peuvent vous accompagner. Lors de cette audition, on va vous poser plein de questions sur vous, sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc. Donc, si avant on pouvait avoir le débat de donner ou pas son identité, il est habituellement conseillé chez Extinction Rebellion de donner son identité à ce stade-là. Donc donner son identité, c'est donner les 9 points dont on a parlé tout à l'heure, nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse, nom et prénom des deux parents. Pour toutes les autres questions, mais toutes, on n'a rien à déclarer. Donc on dit, soit juste on ne parle pas, soit sinon on signifie de façon polie, entre guillemets, à l'officier ou officière en face, je vais garder le silence, j'exerce mon droit au silence, etc. Parce que c'est un droit en garde à vue que vous avez de garder le silence. Et ça ne sert à rien de jouer un peu avec la police, d'essayer de faire des blagues ou je ne sais pas quoi, parce que la police sont des personnes entraînées aux interrogatoires. Ce sera sûrement la première ou deuxième fois de votre vie que vous verrez ça, alors qu'en face, ils peuvent en faire plein par jour. Donc du coup, on sait vous poser des questions. Il faut aussi faire attention aux questions, comme tout à l'heure, qui sont un peu intercalées. Entre deux questions tout à fait bénignes, vous intercalez une question à laquelle vous ne souhaitez pas répondre. Et pourquoi est-ce qu'on demande de garder le silence pour toutes les questions? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est lors de ces entretiens que la police réalise le gros de ses enquêtes lors de la garde à vue. C'est-à-dire que si vous gardez le silence pour tout, vous ne confirmez pas ou n'infirmez pas quoi que ce soit, normalement, la police n'a pas plus avancé qu'au début de l'entretien. Aussi, ça permet de protéger un petit peu votre identité et même si vous donnez votre identité, ça permet de cacher d'autres facettes de votre identité. La police n'a pas besoin de savoir tout ce que vous faites. Et encore une chose, ça permet aussi de limiter le nombre d'informations, même bénignes, que vous donnez, à laquelle la police peut se rattraper. Par exemple, si vous dites « Ah écoutez, moi j'étais pas là, je jouais au foot », eh bien hop, la police sait que vous jouez au foot et que maintenant, si elle veut enquêter sur vous, elle peut aller via le foot. Et bien sûr, une des raisons principales, c'est aussi la stratégie de défense collective, parce que nous sommes des militants, militantes ensemble en action, avec aucune personne qui est plus organisatrice qu'une autre, donc si tout le monde garde le silence, ça protège tout le groupe. Ça ne met pas en avant les personnes qui ont peut-être pris plus de risques pendant cette action, et ça ne pointe pas de personnes qui ont organisé cette action, et ça ne pointe pas les personnes les plus vulnérables de l'action. Et il faut aussi faire attention à tous les moments informels, parce que peut-être que vous serez bien préparé avec votre carapace mentale pendant l'interrogatoire à répondre «je n'ai rien à déclarer». Par contre, avec la personne qui va vous ramener jusqu'à la salle d'entretien ou qui vous ramène aux toilettes ou des choses comme ça, peut-être que le policier, la policière pourra vous poser des questions, et même des questions
franche, parce qu'en fait la personne ne sait pas ce que c'est, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et juste par curiosité peut vous poser des questions. C'est des moments où on peut se relâcher, donc il faut aussi être alerte à ce moment-là. Ça me permet aussi de dire qu'il faut faire absolument attention à ce qu'on dit dans les cellules pour être sûr qu'il n'y a pas des oreilles qui traînent. Donc quand on est en cellule, on parle de livres, de cinéma ou de balades, on ne parle pas de militantisme, on ne parle pas d'actions passées ou à venir. Pour revenir à l'interrogatoire, à la fin de celui-ci, il y aura donc un procès-verbal d'audition dans lequel sera consigné normalement tout ce que vous avez dit. On vous conseille donc de le relire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises dedans, et ensuite de refuser de signer, ou d'écrire parfois à la main directement en refus de signer. De toute façon, le document reste valable, mais ne signons rien, ça ne sert à rien. Il existe une autre obligation lors de votre garde à vue, une autre étape, ce sera la signalétique. C'est une étape où on va vous emmener dans une pièce pour vous prendre en photo et prendre vos empreintes digitales et génétiques. Alors, ce qu'on conseille en général chez Extinction Rébellion, c'est de accepter de se laisser prendre en photo, là avec le petit écriteau, mais de refuser de donner ses empreintes génétiques, son ADN. Principalement parce qu'il y a un déséquilibre très fort entre l'atteinte à la vie privée que se faire prélever son ADN représente et les crimes et délits reprochés. Et même si c'est un délit, et on vous dira que c'est un délit de refuser de donner son ADN, il s'avère qu'on est très rarement poursuivi pour refus de se soumettre à un prélèvement génétique, parce que on sait que la proportionnalité n'est pas tout à fait respectée. En ce qui concerne les empreintes digitales, c'est un peu la même question, mais en translaté. En gros, il doit aussi y avoir une proportionnalité, mais la justice considère que la proportionnalité est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que si vous êtes inquiété pour un délit qui est ultra léger, vous pouvez vous permettre de refuser de vous soumettre aux empreintes digitales. Par contre, si vous êtes là pour un délit significatif, sans pouvoir vous donner une limite fixe, on vous conseille là de les donner. Ces dernières recommandations s'appliquent bien sûr dans le cas où vous n'avez pas déjà donné vos empreintes génétiques ou digitales, parce que en donnant votre identité, normalement la police a retrouvé vos empreintes digitales dans les fichiers, donc la question ne se pose plus à ce moment-là. Bon, là on vous a présenté différentes étapes que vous allez suivre pendant une garde à vue. Il faut garder en tête que le plus gros ennemi que vous avez en garde à vue, c'est l'attente, la solitude. La saleté, l'inconfort, tout ce genre de choses-là, plus que l'audition à laquelle on peut, entre guillemets, se préparer mentalement avant d'y aller, ou être accompagné par un ou une avocate. Vous allez être sûrement dans une cellule sale, petite, avec beaucoup trop de monde dedans. Vous n'aurez pas l'heure, vous serez sûrement sous un néon blanc dans une cellule trop chaude ou trop froide, sans voir l'extérieur, et ça, c'est psychologiquement très dur. En plus de ça, il y a l'incertitude, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qu'il se passe dans les bureaux de la police ou du parquet qui est en train de décider de notre sort. D'ailleurs, on arrive sur un autre point, qui est que la police ne le sait pas non plus et va en jouer. Va peut-être vous dire, si tu parles, je te laisse partir, ah non, on n'appelle pas le médecin parce que ça va rallonger la procédure, ça va être trop long, etc. La police n'en sait rien. Une fois que vous êtes dedans, c'est le parquet qui décide de vous garder, de vous renouveler votre garde à vue ou de vous relâcher. La police ne sait pas ce qui va vous arriver. Et ça me permet de souligner qu'il existe en garde à vue un rapport de force très déséquilibré entre vous et les forces de l'ordre. Parce que vous êtes là, vous êtes sale, vous êtes fatigué, vous savez pas ce qui vous arrive, et en face, vous avez des policiers qui ont un peu tous les droits sur vous à ce moment-là. Ou en tout cas, font comme si. La police va chercher à vous décourager, à vous faire stresser, à vous faire remettre en question le pourquoi vous avez fait ça, etc., pour que vous soyez peut-être plus fébrile au moment de l'audition à venir, ou que vous donniez des informations. Il faut juste arriver en tête avec ça, et être un peu préparé, et toujours avoir sa carapace mentale. Dernière chose, la police peut mentir pendant la garde à vue, et vous dire que, vous, par exemple, vous n'avez pas le droit à quelque chose, ou vous promettre un échange, je ne sais pas quoi, mais ce n'est encore une fois pas elle qui décide, et elle peut mentir soit pour augmenter la pression sur vous, soit tout simplement parce que le ou la policière a la flemme d'accéder à votre droit. Et donc une fois passé tout ça, on arrive à la fin de la garde à vue, vous pouvez être soit remis en liberté, soit déféré, c'est-à-dire ramené directement au tribunal. Je n'en parle pas tout de suite. D'abord, faisons le cas pour l'instant le plus courant dans le militantisme climat, qui est, à la fin de la garde à vue, on sort libre.
Libre ne veut pas dire que vous n'êtes pas convoqué à un procès derrière, mais en tout cas, vous sortez du commissariat. Donc, vous passez par l'inverse de la fouille, on va vous rendre toutes les affaires qu'on vous a confisquées au début, avec un procès verbal. N'hésitez pas à regarder tous les éléments qu'il y a dedans pour pas qu'on vous ait mis dans vos affaires des choses qui n'étaient pas à vous, comme des objets incriminants ou de la drogue par exemple. Ensuite, il y a un procès verbal de fin de garde à vue qui est censé récapituler tout ce qu'il s'est passé pendant votre garde à vue. Vous pouvez le relire, mais là aussi, on vous conseille de ne pas le signer. Et ensuite, vous sortez. Et là, devant le commissariat, vous trouvez plein de copains qui vous attendent avec du chocolat, des boissons, à manger, des câlins, juste une oreille pour écouter comment ça s'est passé, vous réconforter. Bref, profitez de ce moment, la garde à vue est finie. Alors là, on a parlé du cas classique où on sortait de garde à vue, mais on peut aussi ne pas sortir de garde à vue après la gave, et là on va faire une petite partie sur ce qu'il se passe après la garde à vue. Donc comme je l'avais dit, on peut potentiellement être déféré. Déféré, c'est être amené au dépôt, c'est-à-dire les geôles du tribunal. Là, dans ce cas-là, au moment du déferment, vous avez globalement les mêmes droits que la garde à vue, médecin, avocat, etc. On vous conseille d'appeler dans tous les cas l'avocat-avocate. Il n'y a pas le débat de savoir s'il faut l'appeler ou pas. Là, il faut l'appeler dans tous les cas parce qu'il se peut se passer plein de choses. On ne va pas rentrer dans tous les cas qui peuvent se passer lors d'un déferment, il en existe beaucoup et c'est fait l'objet d'une autre formation juridique avancée. Mais en gros, ce qu'on vous demande de retenir, c'est dans tous les cas, il faut gagner du temps. Vous pouvez avoir des comparutions immédiates, des mesures alternatives aux poursuites, des convocations ultérieures, des choses comme ça. Dans tous les cas, prenez, dès que vous avez un délai de recours ou un moyen de gagner du temps, on gagne du temps. Gagner du temps vous permet plusieurs choses. D'abord de reboucler avec les avocats-avocates de l'action pour savoir quoi faire, mais aussi de discuter avec vos copains, vos camarades qui sont fait arrêter en même temps que vous pour avoir une stratégie de défense collective. Et aussi d'éviter de prendre des décisions très importantes pour la suite de votre procédure alors que vous êtes en déferment, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous êtes désorienté, il est mieux de se poser avant de prendre des décisions importantes. Très concrètement, si on prend l'exemple de la comparution immédiate, ça veut dire que vous allez être présenté à un juge ou une juge pour une comparution immédiate et vous pouvez demander au début de cette audition: Bonjour, je demande le report de mon procès pour avoir le temps de préparer ma défense. Et dans ce cas-là, le ou la juge est obligé d'accepter. Point technique sur le déferment, un déferment dure au maximum 20 heures, c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement avoir 48 heures de garde à vue plus 20 heures de déferment. On ne va pas aller plus loin sur le sujet du déferment, ça fait l'objet d'une formation juridique dédiée et ça n'arrive pas dans tous les cas encore, fort heureusement. Mais c'était à avoir en tête au cas où ça arrivait. Si on revient sur le moment où vous sortez de garde à vue, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous sortez, vous allez à la gave-up, vous pouvez sortir avec deux situations. Soit vous avez un papier à la main qui vous reconvoque pour quelque chose derrière, et donc dans ce cas-là, la même chose, vous contactez les avocats-avocates, vous concertez entre camarades, vous contactez par exemple vos groupes juridiques. Vous pouvez aussi sortir de garde à vue sans document, ça ne veut pas dire que l'affaire est classée sans suite. L'enquête peut toujours être en cours et ça, vous ne le saurez pas. Encore un point sur lequel on voulait revenir avant la fin de cet enregistrement, c'est le point du casier judiciaire. C'est une question qui nous revient souvent de savoir si on peut faire des actions et être éventuellement condamné avec un casier judiciaire et avoir par exemple un travail ou des choses derrière à côté. Il faut savoir qu'il existe 3 volets dans votre casier judiciaire, le B1, le B2, le B3. Et dans ce casier judiciaire, il n'y a que les condamnations définitives. Ça veut dire que tant que vous êtes en procédure, par exemple si vous faites appel d'un éventuel procès, alors le casier judiciaire n'est toujours pas rempli. Donc dans le B1, il y a absolument toutes les condamnations. Elles sont toutes dedans, mais ce casier n'est accessible que par la justice, personne d'autre. Dans le casier B2, vous avez la plupart, je ne vais pas rentrer dans les détails, des condamnations, mais deux choses. Déjà, on peut demander lors du procès à ne pas avoir d'inscription au B2, ça se justifie assez bien généralement.
et ce casier est consultable par peu d'employeurs-employeuses. On va penser notamment aux administrations publiques ou aux métiers même privés dans le cadre de travail auprès de personnes vulnérables ou d'enfants. Mais avoir des choses écrites dans le B2 n'empêche pas de travailler. Il faut juste que les choses écrites dans le B2 ne soient pas incompatibles avec votre activité. Par exemple, porter une banderole lors d'une manif non déclarée ne vous empêche pas d'être enseignant, par exemple. Et enfin, le casier B3, c'est celui dont vous pouvez demander une copie en ligne. Il est accessible par absolument tous vos employeurs-employeuses. Celui-là ne contient que les peines les plus graves, en général celles qui ont eu de la prison. Chez Extinction Rébellion et dans la plupart des mouvements de désobéissance civile écolo, cela n'arrive pas. Et avant de conclure, un dernier point qui nous revient souvent aussi, c'est la question des codes de verrouillage des téléphones. Il faut savoir que c'est un délit de refuser de donner son code de verrouillage de téléphone, d'ordinateur ou même de n'importe quelle application si la police justifie qu'elle a besoin d'y accéder pour les besoins de son enquête. Ceci étant dit, nous vous conseillons quand même, sauf si votre téléphone est ultra clean, de ne pas donner votre code de téléphone. Il y a potentiellement sur vous, sur le mouvement, sur cette action précise, beaucoup d'informations dans le téléphone, et collectivement, on pourrait avoir beaucoup à perdre à ce que ce genre d'informations tombe entre les mains de la police ou du renseignement. Raison de plus pour ne pas venir en action avec son téléphone portable. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet enregistrement de formation juridique de base. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ces informations sont très importantes pour le mouvement et pour nous tous, pour qu'on puisse savoir ce qui nous arrive et savoir se défendre. J'ai bien conscience que les informations transmises pendant cet enregistrement peuvent être très anxiogènes, mais le but n'est pas de faire peur, mais plus de vous donner des armes et de savoir ce qui peut vous arriver. Si vous avez des questions, des besoins de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher du GST juridique, du groupe support thématique juridique, de vos groupes juridiques locaux, ou d'avocats-avocates, ou bien sûr de consulter le wiki sur wiki.extinctionrebellion.fr. Il existe aussi sur Mattermost un canal ouvert juridique sur lequel vous pouvez vous poser vos questions ouvertes. Je vous souhaite à toutes et tous plein de belles actions, et à la prochaine, amour et rage.